Bonjour à toutes et à tous, chères consoeurs, chers confrères. Donc, nous allons commencer cet atelier qui va être consacré à la gestion des risques et la sinistralité dans la profession. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Christine Lanty, qui est vice-présidente d'Inforès, qui va vous présenter Bonjour. ensuite ce qui est Inforès, et Cédric Thévenot, qui est directeur de la clientèle pour Verspiren, le courtier de la profession qu'on ne présente plus. Ah, Juste avant de bonjour. leur passer la parole, quelques petits messages sur ECF Île-de-France. Donc ECF Île-de-France est un syndicat et la vie syndicale, pour notre profession est importante. Au-delà des élections, de la représentation, dans les instances, c'est important que la vie syndicale, soit active, notamment pour des organisations comme Inforès, où seuls les syndicats sont présents et représentent la profession pour la défense des confrères, mais également pour la représentativité patronale dans les discussions, conventions collectives et autres. Et donc, c'est très important que les syndicats puissent vivre. Et pour vivre, il faut également des cotisations, hein. Donc, je fais un petit appel, un petit rappel pour la cotisation 2024, pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore renvoyé leur bulletin de cotisation 2024. Faites-le sans tarder, parce que ça décompte également pour les nombres de représentants qu'on peut avoir dans les instances paritaires. Deuxième message, n'hésitez pas à suivre, à vous abonner à la page LinkedIn Link ECF Île-de-France. Vous y retrouverez toute l'actualité, le calendrier des afterwork, des ateliers, des webinaires. Et pour louper aucun événement, eh bien, abonnez-vous à cette page. Voilà, j'ai été très rapide et je passe sans tarder la parole alors, je ne sais pas qui commence, c'est Christine Bah, ou Cédric. je vais rappeler le sommaire parce qu'après, c'est Christine qui va parler beaucoup. Voilà, Donc, je te laisse suivre. on a fait effectivement ce sommaire d'une heure en 6 points. Et Michael fera la conclusion de cette présentation. Donc, tout d'abord, les fondamentaux, le rappel des règles en matière de responsabilité civile. Et on va parler aussi un tout petit peu de responsabilité pénale avec les cas les plus fréquents de mise en cause. C'est Christine qui vous présentera ça et elle me passera la main après avoir parlé d'Inforès, qui sera notre point numéro 3. Moi, je vous présenterai Verspiren rapidement, bien évidemment, parce que vous n'êtes plus censé ignorer qui nous sommes. À quel moment prendre contact? Bien évidemment, dans le cas où vous seriez mis en cause, comment ça se passe? Je vous présenterai quelques statistiques de sinistralité avec les principaux thèmes de mise en cause et quelques chiffres. Sachez que cette présentation, nous pourrons vous l'envoyer, c'est Claire qui nous écoute et qui sera chargée de cela, si ce n'est que nous expurgerons la présentation des statistiques de sinistralité. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis, Christine conclura par quelques conseils pratiques avant de redonner la parole à Mickaël. Les fondamentaux. Je te laisse la parole, Christine. Alors, les fondamentaux, je pense que, bon, alors Christine Lanty, donc comme on vous a dit, je me présente, donc je suis expert comptable, j'avais un cabinet d'une quinzaine de personnes en Île-de-France et j'ai décidé un petit peu de changer de vie et de me recentrer un petit peu sur le conseil en particulier et du coup, après avoir été élue maintes fois dans les instances, j'ai été élue vice-présidente de l'association Inforest, donc qui est vraiment une association créée par les syndicats. On en parlera un petit peu longuement tout à l'heure. Et ce qui me permet effectivement d'être en contact systématiquement avec Verspiren et les avocats du Conseil national, ce qui nous permet de voir à quel moment et pourquoi nos confrères sont mis en cause. Je pense qu'il était important de revenir aux fondamentaux. Pourquoi une responsabilité? Parce que tout le monde parle de la responsabilité, mais d'où ça vient? Donc, il y a deux textes importants. L'ordonnance, bien évidemment, à la création de l'ordre. Il dit dans son article 12 que les experts comptables, les salariés autorisés, les professionnels autorisés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. Donc, c'est bien écrit noir sur blanc dans la loi. On assume la responsabilité de nos travaux. Et dans son article 17, on nous dit bien qu'on doit pouvoir justifier d'un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret. Voilà, ça c'est la base. Personne ne peut, quelqu'un qui fasse se dire expert en comptabilité ne peut pas se prévaloir de ça, il ne peut pas avoir de contrat d'assurance. Deuxième texte fondamental, l'article 138 du décret du 30 mars 2012 qui fixe les garanties qu'un professionnel doit avoir. Sa garantie, c'est 500 000 € par sinistre, 1 million d'euros par année d'assurance.
Deuxième article du Code des assurances, celui-là, les professionnels sont tenus de prévoir dans leur contrat d'assurance RCP une garantie subséquente de 15 ans minimum, de 10 ans minimum, pardon. C'est quoi la garantie subséquente? Quand on arrête, quand on résilie son contrat d'assurance, vous êtes tous d'accord qu'un client peut se manifester ou on peut avoir une mise en cause de responsabilité après la résiliation du contrat, et notre assureur doit pouvoir nous garantir dans les 10 ans qui suivent. Cédric, si voilà, tu voilà. interviens. Petite précision pour parler non pas des fondamentaux et de la loi, mais de ce que Verspiren a mis en place au travers du contrat groupe souscrit par le Conseil national pour l'ensemble des experts comptables qui pourraient le souhaiter, puisque c'est bien évidemment un contrat optionnel. Aujourd'hui, nous avons pour tout expert comptable qui adhère, et c'est le socle, c'est les montants minimums, 1 million au lieu des 500 000 exigés par la loi du 30 mars, et sans limitation par année d'assurance, là où la loi vous impose un minimum d'1 million d'euros. De même, pour la fameuse subséquente dont vient de vous parler Christine, tant que le contrat groupe existera par l'intermédiaire de Verspiren au sein de MMA, il n'y a pas de limite de 10 ans. Ce sera tant que le contrat perdurera. Voilà, donc on va au-delà des 10 ans, si je devais reformuler et résumer. Très bien. Je te redonne la main pour les fondamentaux, Christine. Donc, en matière de responsabilité civile, notre responsabilité est contractuelle, donc dans les relations avec les clients, mais elle est quasi délictuelle. Donc, quand on parle de délit, on verse dans le pénal. Si toute personne se prévaut de cette garantie pour réparer un dommage qui aurait pu lui être causé par une négligence ou une imprudence de notre part, banquiers, les fournisseurs, les repreneurs d'entreprise. La responsabilité contractuelle donc, est celle qui résulte de l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat. Donc là, on est dans le cadre, dans le Code civil, du droit des contrats. Pour mettre en jeu notre garantie, 3 éléments sont nécessaires. Il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un dommage et il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Pas parce qu'un client, on en reparlera, mais ce n'est pas parce qu'un client dit « Oh là là, je ne suis pas content, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait », encore faut-il réunir les 3 éléments. À partir du moment où le client estime que le professionnel lui a causé un préjudice, donc il va mettre en cause sa responsabilité. Mais il va devoir prouver la faute, prouver le préjudice et le lien entre les deux. Donc là où moi, en tant que correspondante Inforest, quand on a des confrères au téléphone qui nous disent « Ah là là, le client me menace », tant qu'on est au niveau de la menace, il ne se passe rien. Il faut vraiment une faute, un préjudice et surtout un lien entre les deux. À la fin du fin, c'est le juge qui est souverain pour apprécier l'étendue de la faute. Ce serait simple si on avait une grille de lecture, on n'a pas fait telle action, on a telle responsabilité, le préjudice, il est évalué. Non, à la fin du fin, c'est quand même le juge qui est souverain pour apprécier l'étendue de la faute et éventuellement l'étendue de la réparation. Donc, en droit commun, dans l'article 2224 du Code civil, la prescription est de 5 ans à compter de la date de la connaissance des faits. Le délai de prescription peut être abrégé ou allongé par une disposition dans la lettre de mission. La durée de la prescription ne peut contractuellement pas être réduite à moins d'1 an ni étendue à plus de 10 ans. En clair, je vous invite à revoir les lettres de mission, ça va faire partie des conseils dont on va parler tout à l'heure. De base, notre responsabilité est de 5 ans. On peut la réduire, mais jamais à moins d'1 an. Ça, c'est vraiment le minimum. Et on peut pas non plus, le client ne peut pas vous demander d'être responsable à vie sur éventuellement des actes ou des conseils qu'il a pu délivrer à son client. La forclusion. Alors, l'exemple de clause de forclusion qui peut être insérée dans les lettres de mission. Donc, ces clauses étant validées, je fais un aparté. Vous retrouvez tous ces éléments sur le site du Conseil national. Bon, c'est un petit peu touffu, mais on a quand même des exemples de lettres de mission qui sont très, très complets à ce niveau-là. Donc, une demande de dommages et intérêts ne peut être produite que pendant une durée de 5 ans, qui commence à courir le premier jour de l'exercice suivant au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Et elle doit être introduite dans les 3 mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Là, on met clairement une barrière dans la lettre de mission. Si on veut avoir, par exemple, pour tout ce qui est déclaratif,
il faut quand même que le client dépose sa demande dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre. Clairement, il ne peut pas se réveiller 3 ans après. Alors La lettre de mission, voilà, pardon Christine de te couper, ça peut vas-y. vous sembler un peu court, ces 3 mois. Pour le moment encore, les tribunaux donnent raison à l'expert comptable. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais pour le moment, ça nous permet quand même de gagner quelques procès, cette limite de 3 mois. Et elle est validée encore aujourd'hui par un certain nombre de cours, notamment d'appels. Donc, allez-y sans réserve. La lettre de mission doit aussi préciser tout ce qui est notion, ce qui est exclu de la mission, mais dont le dirigeant ne doit pas se désintéresser. Euh, Très souvent, dans les exemples qu'on a, le dirigeant dit vous auriez dû me prévenir. Certes, mais le dirigeant, c'est quand même lui. C'est lui qui gère sa boîte. Nous, on vient l'assister, mais on ne dirige pas à sa place. Ceci étant, il faut bien que ce soit formalisé, mieux que ce soit écrit. Éventuellement, on peut insérer des clauses complémentaires dans la liste de mission en proposant des missions accessoires payantes. Ça, c'est important parce qu'il y a une notion de contrat et expliquer au client comment, entre guillemets, effectivement, tenir sa boutique est à la fois le meilleur axe commercial et de défense. Donc, la lettre de mission doit être un guide pour le client. Si dans la lettre de mission, on détaille bien, effectivement, toutes nos interventions, on a la lettre de mission classique de présentation des comptes annuels, mais on peut avoir présenté et éventuellement dans la lettre de mission des missions complémentaires, un audit du contrôle interne, différents. Oui, la recherche de fraude aussi, par exemple. Voilà, recherche de fraude, par exemple, revoir l'organisation commerciale, des choses comme ça. Le client sait que ça existe, sait qu'il va devoir porter une attention particulière, il prend la mission ou il ne la prend pas. Mais la règle du jeu, du coup, est fixée au départ. Et ça, c'est important après pour une éventuelle mise en cause de responsabilité. La responsabilité pénale, donc la responsabilité pénale du professionnel peut être engagée. C'était pas, enfin, Cédric, tu me diras si je me trompe, c'est pas forcément ce qu'on a le plus, c'est pas les mises en cause qui reviennent le plus souvent. En revanche, quand elles viennent, elles peuvent être très très lourdes. Elles peuvent être très lourdes et souvent, en fait, c'est ce qui est écrit dans cette slide, c'est qu'effectivement, et notamment les services fiscaux, ont des doutes sur l'un de vos clients. À partir du moment où ils font une enquête sur l'un de vos clients, ils peuvent suspecter que l'expert comptable est complice d'un certain nombre d'infractions qu'a pu commettre votre client. Donc, je dirais que c'est presque naturel pour un service fiscal qui fait une enquête sur l'un de vos clients d'imaginer que vous avez pu y contribuer, soit par de votre silence, parce que vous savez que vous avez la possibilité de dénoncer quand même un certain nombre de déviances de vos clients, pour ne pas appeler ça autrement, et vous rendre complice de ce fait. Et donc, ils peuvent effectivement vous entendre, voire vous poursuivre pour complicité d'infractions commises. Et là, je ne parle bien évidemment que d'infractions commises par vos clients. Je ne parle bien évidemment pas d'infractions que l'expert comptable pourrait commettre, mais ça arrive aussi parfois. Ça arrive, mais effectivement, les cas qui sont les plus représentés dans nos mises en cause en matière pénale, c'est la complicité de fraude fiscale. Parce que même pour l'administration, c'est assez facile d'aller, je ne sais pas, certains d'entre vous, si vous avez eu l'occasion d'être convoqué, mais c'est quand même assez facile. On a quand même là un professionnel qu'on pense être quand même vraiment le sachant. Hein, et que sans lui, de toute façon, le chef d'entreprise, et chef d'entreprise qui lui-même d'ailleurs se défausse facilement sur son expert comptable quand lui-même est mis en cause. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et de toute façon, il y a une intention présumée en raison même de notre qualité d'expert comptable. Et bien sûr, en matière de faux en écriture, c'est encore une fois, c'est très facile. Donc la prescription, c'est 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions. Donc ça, on est dans le cadre général du droit pénal. Et le point de départ, c'est le jour de la commission de l'infraction. Et si cette infraction est occulte, c'est au moment de la révélation. Il peut y avoir certains délais plus courts pour certaines infractions qui sont
fixés par la loi. Je pense qu'on va passer aux exemples peut-être tout à l'heure. On va finir de passer en revue les fondamentaux. Donc, on a vu la responsabilité civile, la responsabilité pénale, et n'oublions pas la responsabilité disciplinaire. Nous sommes régis par un ordre qui a été créé par l'ordonnance de 1945, et il y a des règles qui sont à respecter dans la profession. Il faut s'abstenir de réaliser des actes contraires à l'honneur et à la probité. Et nous avons des sanctions dans l'article 53 de notre ordonnance, qui sont la réprimande, le blâme avec inscription au dossier, la suspension pour durée déterminée avec sursis, suspension pour durée déterminée sans sursis, radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession. La mise en œuvre de ces sanctions passe par effectivement un contrôle de l'ordre, puis la chambre de discipline. Je rappelle quand même que la chambre de discipline siège à la chambre de discipline des représentants de la profession, mais aussi des juges judiciaires. Et donc, ces sanctions ne sont pas à prendre à la légère quand même. C'est rajouté là-dessus le manquement en matière de lutte contre le blanchiment, où là, on a des sanctions quand même pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc, il ne faut pas sous-estimer quand même la force de ces sanctions. Je vous engage, même si effectivement la profession, l'institution est garante quand même de notre exercice, et va essayer d'informer, de former les confrères pour que ait quand même un minimum de sanctions disciplinaires à appliquer, ce qui serait une très mauvaise image de marque pour la profession. Je rappelle aussi. Oui, pardon Christine, sachez que pour le contrat groupe, pour les experts comptables qui sont assurés par le contrat groupe intermédié par Verspiren, vous avez la possibilité de vous faire assister par un avocat si jamais vous êtes effectivement convoqué devant l'ordre pour manquement au sens de l'article 53 de l'ordonnance. C'est important de le savoir. Je pense que dans le cadre, quand tu présenteras le contrat de groupe tout à l'heure, il y a peut-être des notions comme ça qu'il va falloir rappeler un petit peu plus précisément, on va dire. Alors, les cas les plus fréquents de mise en cause de la responsabilité civile. Alors là, on en a, on verra les statistiques tout à l'heure, mais je pense qu'en premier, on peut citer quand même le client qui est mécontent à la suite d'un redressement fiscal. Alors, dépôt tardif de déclaration. Il est certain que dans nos obligations, la moindre des choses, c'est de respecter le calendrier, sauf effectivement si le client, lui, n'a pas fait sa part de travail et n'a pas transmis ses documents, et on ne peut pas déposer ses déclarations. Les erreurs dans l'établissement de déclaration. Alors, les manquements au devoir de conseil en matière fiscale. Autant les deux premiers points sont relativement aisés à maîtriser en cabinet, c'est-à-dire que la lettre de mission précise bien quelles sont les obligations du client, quelles sont nos obligations, mais aussi quelles sont les obligations du client. Donc, on ne peut pas déposer de déclaration pour des raisons. On a eu, par exemple, Cédric, quand il y a eu le piratage du. Oui, de via Coaxis, de la plateforme d'hébergement. Voilà, où là, il y a des confrères qui ont été dans l'impossibilité de déposer des déclarations, par exemple. Donc là, effectivement, il y a une information à établir auprès des clients. L'administration fiscale a aussi été informée a été compréhensive à ce niveau-là. Alors, sachez d'ailleurs que l'expert comptable est toujours tenu par une obligation de moyens. On parle toujours d'obligation de moyens, sauf pour les dépôts tardifs de déclaration, que ce soit d'ordre fiscal ou social d'ailleurs. Là, vous avez une obligation de résultat. Et c'est ce que va déterminer le juge, c'est justement est-ce que c'est vous qui avez failli ou est-ce que c'est votre client. Partout, vous avez une obligation de moyens, sauf lorsqu'il s'agit de respecter des dates, où là, vous avez une obligation de résultat. Il faut être très vigilant par rapport à ça dans nos cabinets avec les collaborateurs. C'est pas un dépôt tardif. Alors,
ça peut arriver où on a un rappel de l'administration. Enfin, je veux dire, 8 fois sur 10, ça se passe très bien. Effectivement, quand on a un dossier qui est des fois un petit peu pas litigieux, mais où il est un petit peu dans le collimateur de l'administration fiscale, dans ces cas-là, en règle générale, ça se passe mal. Et effectivement, le retour et le client, pour lui, c'est très simple de dire que c'est la faute de son expert comptable. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, il vaut mieux déposer une déclaration erronée et faire une rectificative que de ne pas déclarer du tout. Et je pense que ça, c'est toujours vrai. Le client mécontent à la suite d'un redressement social, il y a dépôt tardif de déclaration, on est dans le même cas que précédemment. Les erreurs de calcul dans les allègements, ça malheureusement, ça arrive parce que ça devient tellement complexe que ça arrive régulièrement. En termes de sinistralité, je pense que c'est pas, enfin, je sais pas si au niveau des chiffres, Cédric, si on est peut-être beaucoup de petites mises en cause, mais au niveau des montants, on n'est peut-être quand même pas aussi loin. Peut-être sauf par rapport au calcul des aides à recevoir, par exemple, tout ce qui était activité partielle. Oui, tout à fait. Hein, c'est Tout ça. à fait. Et puis ça s'est vu. On a craint d'ailleurs au moment de la Covid et de tout ce que vous avez été obligé de faire pour soutenir vos clients. On a craint qu'il puisse y avoir justement à la sortie de la Covid un certain nombre d'erreurs qui auraient pu être commises et donc un surcroît de demandes de déclaration de sinistre. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Il y en a eu bien évidemment qui ont touché ces demandes d'activité partielle ou ces subsides que vous pouviez, enfin que vos clients pouvaient recevoir de l'État, mais finalement pas autant qu'on l'avait craint. Parce que paradoxalement, les appels les plus nombreux que j'ai en tant que correspondante InfoRes sont, sont à propos de redressement en matière sociale. La matière sociale, déjà, c'est très complexe, c'est plein d'affects, puisque le client est entre l'URSSAF et les caisses et ses salariés qui sont un petit peu, pas forcément revendicatifs, mais enfin, et c'est tous les mois, ça se passe tous les mois. Et, très souvent, donc le client, il se trouve pris en défaut par son salarié ou par le contrôleur de l'URSSAF. Donc, il attaque tout de suite son expert comptable et on se rend compte en fait derrière qu'on a des montants qui sont relativement faibles. Et je rappelle aussi quand les erreurs de calcul, que ce soit en matière fiscale ou en matière sociale, le complément de droit qui est à régler par le client n'est pas pris en charge par l'assurance, puisque de toute façon, c'est au client de payer. Ce qui éventuellement peut être pris en charge, c'est les majorations. Cédric, tu es Oui, toujours d'accord avec moi? absolument, ou s'il peut démontrer une perte de chance. Parce que s'il avait su qu'il avait autant d'impôts à payer, il n'aurait peut-être pas investi dans telle ou telle chose. Mais là, il va falloir qu'il le démontre. Mais effectivement, Voilà. l'impôt, la base, qu'elle soit sociale, fiscale, c'est bien à votre client de le payer. Je pense que c'est important de le souligner pour remettre un petit peu, quand on est face à un client qui est mécontent, pour resituer un petit peu le débat. De toute façon, moi, je parle des allègements. On avait des allègements de charges, on en a toujours eu. Effectivement, quand on a un contrôle d'URSSAF, on n'a pas tout à fait la même base parce que même si on a des logiciels performants, et parfois, voilà, il y a des interprétations. Sauf cas très particulier, voilà, ça se passe relativement bien. Moi, j'ai rarement eu même des majorations. Il y a eu des rappels de droit, mais assez peu de majorations parce que les vérificateurs comprenaient que c'était assez difficile de s'y retrouver. Ce qu'on a effectivement craint le plus, c'était l'activité partielle, où on a des gens qui voulaient faire de l'activité partielle alors qu'ils n'étaient clairement pas éligibles. C'est même pas une erreur de calcul, voilà, c'était un petit peu une demande des clients, on tente le tout pour le tout et on essaye d'avoir des sous. Donc c'est un petit peu ça, moi, qui était au centre de mes préoccupations. Après, on intervient aussi dans le cadre de cession de fonds de commerce ou cession de titres. Et donc là, on peut avoir aussi des mécontents. L'acquéreur, le financeur, le créancier, par exemple, une anticipation du chiffre d'affaires dans le BTP, ça tout le monde a connu.
Donc, on a un recours de l'acquéreur contre le vendeur. Alors, BTP ou des entreprises de prestation de services qui ont des contrats à exécution différés dans le temps, où on a parfois tendance à jouer un petit peu sur les travaux facturés d'avance ou les travaux en cours ou ce genre de choses. Et ben, en cas de vente, l'acquéreur se retrouve avec des non-valeurs et il est assez mécontent, et ça, on peut le comprendre. On a un actif net comptable qui est supérieur à la valeur vénale. On a une erreur de calcul sur l'impôt sur la plus-value. Ça vient souvent. Ça, c'est le vendeur. Il dit, mais vous m'aviez pas dit que j'avais de la CSG à payer. Bah ouais, mais ça, la CSG, ça nous paraît, nous, tellement évident que parfois on oublie de le dire. Donc, il est très important de bien formaliser tous les éléments de la mission qu'on va faire pour le client. Ou un audit d'acquisition limité à une revue limitée des comptes. Ça, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, où effectivement, c'est un confrère qui a été mandaté pour faire un audit déclaratif. Alors ça, l'audit déclaratif, ça veut dire qu'on fait un audit d'acquisition, et on pose des questions au vendeur et le vendeur répond aux questions. Autant vous dire que ce type d'audit d'acquisition, pensez bien que l'acquéreur, au moment où il y avait une clause de révision de prix, ça s'est très mal passé. Une étude prévisionnelle trop optimiste, je vous laisse. Là, on est un petit peu dans un champ un petit peu particulier où on va avoir un client qui va créer une entreprise. On va faire un prévisionnel pour le banquier pour que ça passe. Et puis, on va être financé. Et puis, le prévisionnel ne correspond pas à la réalité. Le client se trouve, pour un peu qu'il soit caution, pour un petit peu, enfin voilà, qui se trouve mis en cause, lui, par rapport à son banquier, et qui va vous dire, mais attendez, monsieur l'expert comptable ou madame l'expert comptable, c'est vous qui m'avez dit que je pouvais emprunter tant. Donc là, on peut avoir effectivement une mise en cause euh, par le client. Un arrêt significatif de la Cour d'appel d'Amiens du 17 mai 2022. On aime bien, le citer, celui-ci, parce qu'il est très synthétique et finalement très parlant. Voilà, donc nous sommes tenus d'accomplir nos missions contractuelles avec prudence, diligence et loyauté. Alors, ça mérite effectivement de rappeler encore une fois des fondamentaux. Notre mission ne se limite pas, à partir des pièces qui sont fournies, à la seule mise en forme. C'est-à-dire, on ne prend pas les pièces. Alors aujourd'hui, on ne prend plus de pièces. On va chercher, on fait de l'acquisition de données. Donc, on va avoir tout un tas de données financières. Et notre mission, c'est pas seulement de les ranger selon le plan comptable général et les présenter selon les tableaux que nous demande l'administration, bilan, compte de résultats, etc. Mais il y a sous-jacent, il y a quand même un devoir de conseil qui est expressément inscrit à l'article 155 du décret du 30 mars 2012, le décret dont on a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que la finalité, en cas de contrôle, on puisse présenter une comptabilité probante qui répond aux exigences légales et réglementaires. Donc, c'est pas il y avait pendant un moment une mission, on faisait de la compilation. On prenait des chiffres et puis, en fait, on les rangeait un petit peu mieux pour que ça corresponde. C'est pas ça notre travail. Ça, c'est pas du boulot d'expert comptable, j'ai envie de dire. Donc, on a un devoir de conseil critique par rapport aux éléments que nous fournit le client. Et ce devoir de conseil, on l'a dans toutes nos missions comptables ou qu'elles fassent partie des autres missions dévolues. Il faut qu'on ait un œil et voir ce qui ne va pas et avertir le client. Je veux dire, pour le coup, notre rôle, il est là. Mise en cause pénale, confusion des genres. Alors voilà, ça c'est des petits exemples, des exemples réels. Ça, c'est la compilation des cas qui ont été vus par notre assureur, par nos avocats. Donc l'expert comptable qui est enregistré par la police. Alors effectivement, pour être enregistré par la police, il faut quand même qu'il y ait des petites choses avant. Je pense que dans la majeure partie des cas, quand vous parlez à vos clients, c'est rare quand vous êtes enregistré, mais ça peut arriver. Donc, bien sûr, enregistre à son insu et qui explique à son client qu'avant de déposer le bilan, en l'occurrence, c'était une entreprise de transport. Donc,
c'est de dire au client, ben, tu vides ton entreprise de son actif pour aller le mettre ailleurs pour recommencer après. Donc là, manque de peau, il était enregistré. Donc, clairement, là, il est complice. Un défaut de vigilance. Ça arrive plus souvent qu'on imagine. L'expert comptable qui reçoit un prospect, le prospect qui dit ne pas pouvoir être dirigeant de sa structure, il va mettre ça ou son compagnon, un ami, enfin quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui non mais vous inquiétez pas, qu'on ne voit pas d'ailleurs, hein, qui se présente pas avec le prospect. Tout ça parce que ce prospect-là, il a une très bonne idée, mais il a encore un contrat de travail avec un ancien employeur et il ne peut pas créer sa propre boîte. Et puis on se rend compte que son entreprise perçoit des commissions des entreprises avec lesquelles ce salarié indélicat, je vais dire, traite habituellement. Donc là, on est clairement dans la corruption. Alors vous allez me dire, là, on fait quoi? Là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas la mission. Parce que quand vous avez ce type c'est là où il est important aussi que l'expert comptable reçoive ses prospects, parce que je pense qu'on a un petit peu une habitude et qu'on respecte la norme de lutte anti-blanchiment, les pièces d'identité. Il faut rencontrer les gens. Quand on nous dit, c'est mon ami un tel qui sera dirigeant, le dirigeant, il faut le voir, il faut le rencontrer. Qu'est-ce qu'il est, d'où il vient, c'est important. Après, il y a l'habillage juridique. Alors ça, l'habillage juridique, sur le moment, on ne se rend pas compte de la portée que ça peut avoir. Typiquement, c'était dans le cadre d'une convention de mouvement de fonds entre des sociétés. On a tous des sociétés, je ne vais pas dire des groupes, parce que juridiquement, ils n'ont pas la qualification de groupe, mais des sociétés entre elles, il y a des fonds, on se prête du personnel, on paye ça pour telle société, enfin, et dit effectivement, il n'y a pas de convention et on rédige vite fait un contrat de prêt qui est évidemment un faux, et puis on se rend compte qu'en fait, après, c'est de la complicité blanchiment. Et là, l'expert comptable peut être effectivement emmené dans une procédure pénale. Après, c'est la dernière astuce. Je veux dire, celle-là, on la voit, on a un compte courant débiteur, mais le compte courant débiteur, il traîne, donc on va le cacher un petit peu ailleurs dans les autres créances. On sait que de toute façon, il ne sera pas remboursé. Donc effectivement, là, l'expert comptable ne peut pas être accusé d'abus de biens sociaux, parce que de toute façon, il n'est pas dirigeant, et la faute, elle a été commise avant, d'accord? Donc le dirigeant, il a fait de l'abus de biens social. Mais le fait de comptabiliser en autre créance, ça veut dire que l'administration fiscale ne voit pas qu'il y a un complément de rémunération. Qui dit complément de rémunération dit effectivement complément d'impôt. Et dans ce cas-là, c'est l'administration fiscale, on est dans le cas typique de complicité de fraude fiscale, puisqu'on a permis aux dirigeants d'échapper à l'impôt sur le revenu. Là, on n'est pas dans le cadre de la société, mais c'est l'impôt sur le revenu. Donc voilà un petit peu pour situer, voir un petit peu l'étendue de notre responsabilité. Donc je veux pas question de vous faire peur, mais justement de vous donner les éléments pour vous garantir contre ces mises en cause. Là, je vais vous présenter Inforest. Donc Inforest, c'est une association qui a été créée en 1979 par les deux syndicats, donc ECF et IFEC, dans la mesure où on a dans notre profession des institutions. Les institutions sont garantes de l'exercice de la profession, mais ne nous défendent pas. L'institution parle en notre nom, traite avec les administrations, l'administration fiscale en particulier, nous représente, mais elle n'a pas, son rôle est aussi de contrôler l'exercice de la profession, mais en aucun cas l'institution ne nous défend. Qui nous défend? Ça va être les syndicats, clairement. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait entre guillemets des trous dans la raquette, c'est que il y a certains confrères qui ne voulaient pas adhérer à un syndicat, quel que soit le syndicat. Et donc l'idée a été reprise par les deux syndicats de créer une association qui soit à disposition de l'ensemble des confrères, qu'ils soient syndiqués ou non, et pour permettre une information, une assistance aux confrères sur responsabilité professionnelle. Attention, on ne remplace pas l'assureur, on ne remplace pas l'avocat. C'est juste
on va dire, des gens qui sont prêts à vous écouter et à vous entendre. Une Vas-y, confraternité. Cédric. Voilà, En toute confraternité voilà. et sans jugement, surtout, c'est important. Donc, notre organisation, nous sommes des correspondants bénévoles sur tout le territoire. L'idée, c'est effectivement d'avoir un maillage un petit peu. Je vous invite d'ailleurs, on n'a pas mis le site d'Inforest, mais allez voir sur Inforest par région. Vous avez les coordonnées de tous nos correspondants avec notre numéro de téléphone, notre adresse mail. Donc, je répète, nous sommes tous bénévoles. Alors, qualité, c'est aussi d'être en contact ensemble, d'être en contact déjà tous ensemble et d'être en contact régulièrement avec donc notre assureur, l'assureur groupe, donc Verspiren, et d'être en contact avec un des avocats, des cabinets d'avocats du Conseil national, le cabinet de Maître Delhomme, qui nous permet de remonter un petit peu toutes les affaires et les affaires et leurs issues. Parce que on a des mises en cause, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est comment elles se traitent. Donc, notre rôle, c'est vous avez un doute, vous êtes pris à partie par un client, il ne s'est encore rien passé, ou vous avez une crainte quelconque, c'est à ce moment-là qu'il faut nous appeler. Pourquoi vous êtes inquiet? Qu'est-ce que vous a dit le client? Ça vous permet d'exposer, de prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet. Hein, quand le client vocifère et vous dit à cause de vous, voilà, vous allez voir, je vais mettre votre responsabilité en cause, vous allez voir ce que ça va vous coûter, etc., etc. Donc, avant d'en arriver là, on a besoin d'en parler. On ne peut pas en parler forcément au cabinet, bon, sauf peut-être entre associés, mais on a beaucoup de confrères qui sont relativement isolés. On n'en parle pas aux collaborateurs. Donc, en fait, on est là pour ça, un petit peu pour reprendre son sang-froid. Donc, l'idée, c'est de reprendre avec vous en quoi le client est mécontent, quelle est la lettre de mission que vous aviez avec lui, quelle était la mission, est-ce que vous avez un contrat d'assurance? Si vous avez un contrat chez Verspiren, bah, pour nous, c'est quand même relativement facile de vous dire que c'est pas que vous n'avez rien à craindre, mais il y a quand même autour de ce contrat, Cédric vous en parlera mieux tout à l'heure, mais il y a vraiment quand même un accompagnement important. C'est pas le cas de tous les contrats. Et il faut arriver effectivement à ce que le confrère reprenne le lead sur ce sujet. Donc, on essaye de voir sujet par sujet. On dit prévenir plutôt que souffrir. Donc, on essaye lors de nos réunions de correspondants, de prévoir des ateliers pour arriver à déterminer quels sont les sujets sur lesquels il faut insister et sur lesquels, dans les cabinets, vous devez insister. Alors, actuellement, il y a 6 ateliers différents, bientôt 7, que proposent Inforest et Verspiren, effectivement, sur les sujets où il y a soit la plus grande fréquence de mise en cause, soit des sinistres que l'on appelle d'intensité. Et donc, notre but, c'est purement préventif aux côtés d'Inforest pour vous faire part d'abord de ce que nous constatons, mais également essayer de vous donner quelques bonnes pratiques. J'ai justement, comme on arrive à 2 tiers de notre temps de parole, parlé un tout petit peu de Verspiren, que vous connaissez pour être effectivement le courtier. Donc courtier, c'est pas l'assureur, hein, c'est l'intermédiaire. Depuis maintenant 16 ans du Conseil national, nous sommes remis en cause tous les 4 ans après les élections. En tout cas, pour le moment, nous faisons ça avec effectivement suffisamment de professionnalisme pour servir progressivement un plus grand nombre d'experts comptables, puisque, et vous allez le voir aussi sur les courbes de sinistres, ne croyez pas que ce sont seulement des augmentations de fréquence de sinistres, mais c'est également le nombre d'assurés qui augmente. Je crois qu'on a récupéré ce compte en 2008 avec un peu moins de 4000 adhérents et nous en sommes à plus de 9600. Donc Verspiren, c'est un groupe familial, c'est un courtier parmi le top 5 du marché français qui représente 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 2400 collaborateurs, y compris les 17 filiales du groupe, avec principalement effectivement des risques d'entreprise et surtout, nous sommes leaders dans le domaine des professions réglementées, dont la vôtre.
Comment est-ce que vous pouvez être mis en cause? Je parle du formalisme, bien évidemment. Comme le disait Christine tout à l'heure, un appel téléphonique d'un client mécontent, ce n'est pas une mise en cause. Pour que votre responsabilité soit engagée, il faut avoir commis une faute, que le client ou le tiers, bien évidemment, ce n'est pas forcément un client, ait subi un préjudice. C'est lui qui va devoir apporter la preuve de la faute. Sauf, comme on le disait tout à l'heure, pour le défaut de conseil, où c'est à l'expert comptable qu'il appartiendra d'apporter la preuve qu'il a déployé toutes les diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. C'est ce qui est dit dans l'article 1353 alinéa 2 du Code civil. Quand vous sentez arriver la mise en cause, que ce soit parce qu'après cet appel, il vous a dit clairement qu'il allait vous écrire, par exemple, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec votre assureur si ça n'est pas effectivement Verspiren. C'est important pour pouvoir, par exemple, désamorcer toutes les bombes qui pourraient vous être envoyées et notamment, pourquoi pas, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et mettre à disposition, dès le début de la procédure, pourquoi pas, des avocats conseils ou des experts. Donc, Il vaut mieux, excuse-moi, mais j'insiste là-dessus, il vaut mieux faire ouvrir un dossier chez l'assureur qui soit fermé après parce qu'il n'y a pas de suite que de le faire trop tard. absolument. Et vous êtes protégé de toute façon par cette énorme mutualité. Ce n'est pas parce que vous aurez causé un sinistre ou plusieurs, et quelle que soit leur importance, que l'année suivante, vous allez être résilié ou que votre prime va être augmentée. Absolument pas. Donc, ne résistez pas à la tentation de nous en parler parce que ça ne changera rien pour vous. Concrètement, la mise en cause peut provenir soit donc d'une lettre de réclamation, d'une assignation devant un tribunal, qui peut provenir, comme on l'a dit, d'une autorité pénale ou disciplinaire. Vous pouvez toujours effectivement craindre que si vous en parliez à l'assureur, il vous fasse perdre votre client parce que vous voulez continuer d'assumer la relation commerciale que vous avez avec votre client et que si l'assureur s'en mêle, il va vouloir vous défendre, vous, expert comptable, et éventuellement dire que vous n'avez commis aucune faute. Ça, ce n'est pas le bon réflexe. C'est pas le bon réflexe parce que si vous avez commis une faute, vouloir à tout prix reconnaître votre faute, ça veut dire que vous allez prendre la direction de la procédure. Ça veut dire que vous allez reconnaître, sans même en avoir parlé à l'assureur, que vous êtes responsable. Et dans ce cas-là, et le contrat que vous passez avec l'assureur est très clair, si vous prenez l'initiative de reconnaître votre responsabilité, il n'y a plus d'assurance. Il faut faire une déclaration de sinistre. Il y a d'ailleurs un site qui est prévu pour cela. Vous pouvez bien évidemment nous faire un mail, vous aurez toutes les adresses qui vont bien, mais ne reconnaissez pas votre responsabilité. La phrase que l'on préférerait que vous puissiez indiquer à vos clients ou à tout autre tiers, c'est « j'ai pu commettre une erreur, l'erreur est humaine, je suis assuré pour cela, je vais en parler à ma compagnie d'assurance, ne vous inquiétez pas, je transmets votre réclamation à mon assureur ». Bien évidemment, vous avez très peu de situations où ça va vous arriver et vous allez avoir l'impression que la terre se dérobe sous vos pieds, que vous avez commis une énorme boulette et que ça ne devrait pas vous arriver compte tenu de votre expérience. C'est bien pour ça que vous êtes assuré et considérez que c'est le cabinet personne morale qui est attaqué et non pas la personne physique que vous êtes qui représentez ce cabinet. C'est toujours très difficile dans les appels qu'on a. C'est la première chose, c'est la première chose qu'on remarque, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le confrère est attaqué lui-même, alors que non. Mais il le prend comme tel et du coup, sa réaction vis-à-vis du client, on n'aime pas parce qu'on fait notre travail avec conscience, probité, enfin, je veux dire, voilà, et être mis en cause, c'est insupportable. Et la tendance est effectivement de se défendre, de dire mais non, ou de dire bah voilà, de dire au client on va voir, mais si j'ai fait quelque chose, jamais. Ne jamais reconnaître sa responsabilité ou sa faute. Effectivement, dire qu'effectivement on a pu faire une erreur, et encore, moi je dis jamais ça, hein, Cédric, je dis toujours qu'il faut dire au client que on l'a entendu et que on va faire en sorte de voir ce qu'il en est et qu'on va prendre tout de suite attache avec notre assureur. Ça permet déjà de remettre de la distance par rapport à l'agression qu'on subit et aussi de remettre un petit peu le client, de faire redescendre un peu le client en température.
Et puis, pour commencer, on va vous demander votre lettre de mission pour savoir où elle commençait Là. et où elle s'arrêtait. D'où l'importance, comme le rappelait en préambule Christine tout à l'heure, de tout mettre par écrit, y compris des missions annexes ou connexes qui pourraient vous donner bien évidemment lieu à facturation complémentaire. Donc, je vais vous présenter très rapidement les statistiques puisque je vois qu'il est près de 50. Elles sont confidentielles, donc comme je vous l'ai dit en préambule, elles ne vous seront pas remises à l'issue. En tout cas, elles ne feront pas partie de la présentation. Alors là, vous voyez dans les petits camemberts en haut la différence entre l'amiable et le judiciaire en nombre et en montant. L'amiable, c'est le vert, le judiciaire, c'est le gris. Donc vous voyez que en nombre, bien évidemment, c'est plus de, j'allais dire 80% 80. presque d'amiable, et en montant, c'est pas tout à fait proche de 50-50. Et vous avez sur la partie droite, gris et bleu, les sinistres en cours et terminés. J'en parle juste parce que je vais vous donner des montants plus importants. Et ce que vous voyez en bleu et gris dans le graphe juste en dessous, c'est le nombre de sinistres que vous avez en bleu. Donc le nombre de sinistres, vous voyez qu'en 2018, c'est monté jusqu'à 851. On est plutôt sur une tendance à remonter depuis 2020 où on était descendu très bas à 592. Et vous avez le montant des sinistres en milliers d'euros en rouge. Ce qui veut dire là encore par rapport par exemple à 2018 que nous avons fait verser à l'assureur plus de 10 millions presque et demi et que sur 2023, c'est presque 10 700 000 euros qui ont été réglés au titre des différents sinistres qui nous ont été déclarés. Et vous avez là, et c'est un peu pour cela qu'on vous a donné ces exemples, les sinistres les plus importants par nature. Donc arrivent bien évidemment, et vous le voyez à 24%, c'est le violet, le devoir de conseil. L'espèce de Bordeaux, c'est la fiscalité. La gestion sociale est en verte. Il y a aussi les détournements de fonds. Vous voyez, en nombre de sinistres, c'est quand même 5%, même si en montant de sinistres, c'est 5%, alors qu'en nombre, ça n'est que 2%. On a réglé 9 838 sinistres sur 15 années pleines, puisque nous sommes dans la 16e année, soit 656 sinistres par an en moyenne. Il y a 108 millions, presque 109, qui ont été réglés sur 15 ans. Et là, je vous donne effectivement la moyenne annuelle, c'est 7 260 000, mais nous avons encore ce qu'on appelle des provisions restantes, parce que bien évidemment, ce sont des dossiers, surtout lorsque l'on est devant les tribunaux et qu'on est donc dans une phase judiciaire plus qu'amiable, qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, parfois même plus que cela. Il y a même un dossier sinistre qui vient de se clôturer et qui avait été ouvert il y a 10 ans. Donc, si nous rajoutons aux 108, presque 109 millions de réglés, c'est 25 millions et quelques, ça représente quand même sur les épaules de l'assureur 134 millions de charges qui ont été réglées ou qui pourraient être réglées sur 15 ans. S'en suivent bien évidemment, parce que là on vous a fait peur en vous disant mon Dieu, mais oui, on parle bien de millions d'euros, quelques conseils pratiques et prévention. Je te relaisse la parole, Christine. Alors voilà, on va parler. Donc vérifiez votre contrat, le contrat RCP du cabinet si vous n'êtes pas chez Verspiren. Ça, c'est Oui, parce que incontournable. effectivement, chez Verspiren, vous avez d'abord des montants de base qui sont bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus importants que tous ceux que pourrait vous imposer la loi de 45. Vous avez également une garantie cyber qui est intégrée. Vous avez également une garantie de responsabilité des dirigeants qui est intégrée. Vous avez une subséquente qui est effectivement tant que dure le contrat et non pas seulement limité à 10 ans. Et vous avez un contrat qui est rédigé sous forme de tout risque sauf. Donc tout est Ça, c'est couvert. important. C'est-à-dire, et quand je dis tout, c'est tout ce qui est autorisé par l'ordre. Et si demain, comme ça s'était passé il y a encore quelques années toutes récentes, les évolutions de la loi Pacte vous ont autorisé à exercer de nouvelles missions, eh bien, sans avoir besoin de faire quelque avenant que ce soit, et nous trouvons encore sur le marché des contrats qui se limitent aux missions de la loi de 45, sachez que tout assuré par l'intermédiaire de Verspiren bénéficiera d'office, sans avoir besoin de faire un avenant, de cet élargissement de vos missions potentielles futures. Mais dans le cadre de l'expertise comptable, sachant que pour ce qui concerne bien évidemment les missions de commissariat aux comptes, c'est un autre contrat qui vous couvrira bien évidemment.
Alors moi, je voudrais rajouter aussi que Verspiren, enfin surtout quand on est chez Verspiren, mais c'est aussi vrai, mais c'est encore plus vrai pour des contrats qui sont en dehors du contrat groupe, n'hésitez pas à contacter votre correspondant chez Verspiren parce que nos cabinets évoluent, notre clientèle évolue. Et c'est pas le tout de signer le bon quand on commence, on s'installe, on prend la garantie, voilà, on prend le minimum. Regardez votre clientèle, sectorisez votre clientèle, essayez d'analyser les risques, voir avec votre correspondant chez Verspiren. C'est important. Ce sont des missions qu'on fait pour nos clients. Il ne faut pas qu'on oublie de le faire pour nous-mêmes. Hein, je vous rappelle que nos missions chez nos clients, tu es assuré combien pour ton bâtiment? Là, tu as fait une extension de 3000 m². Est-ce que tu es assuré? Et nous, est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on regarde nos clients? Est-ce qu'on regarde la qualité, enfin le type de clientèle? Ça, c'est important. Sachez On se pose la qu'effectivement, question. au-delà du million dont je parlais tout à l'heure, qui est la garantie de base, vous avez des possibilités d'avoir des montants à l'année beaucoup plus conséquents, moyennant parfois quelques centaines d'euros supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à nous demander ce que pourrait coûter d'être mieux assuré en termes de montant. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous avez une mission particulière, de vous assurer pour cette mission particulière. Et tant que durera cette mission, vous aurez donc une mission dénommée avec des montants qui peuvent être plus importants que pour toutes les autres missions. De même que vous pouvez nous déclarer avoir un client particulier dans votre cabinet pour lequel, compte tenu de son importance dans votre cabinet ou parce que c'est effectivement un très très important client en termes de poids économique, vous pouvez demander que pour ce client dénommé, vous soyez mieux assuré que pour tous les autres clients de votre cabinet. Donc, 3 solutions, soit d'augmenter à l'année toutes ces options, soit le faire pour un client dénommé, soit pour une mission dénommée. Et toujours Voilà. écrire, 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 écrire. La culture de l'écrit, même si vous êtes plus dans une culture de chiffres que dans une Oui, culture de mais l'écrit, maintenant, c'est en droit indispensable. français, c'est quand même l'écrit. Et je vous rappelle aussi nos questionnaires de prise de mission. Est-ce que vous avez bien tous les moyens nécessaires pour faire la mission que vous demande le client? Est-ce que vous avez les compétences nécessaires? Je veux dire, c'est pas faillir que de dire à un client non, ça je sais pas faire. Je vais prendre un confrère qui sait faire. On va pas faire, je sais pas, de la consolidation si on n'en a jamais fait. Donc ça, c'est important. Et bien avoir des lettres de mission à jour avec toutes les missions qui sont faites par le cabinet pour un budget d'honoraires cohérent avec la mission proposée. C'est un peu la règle d'or que vous avez vu s'afficher sur ce slide 28, c'est rester dans son domaine de compétences. Ça, c'est la règle d'or. Il faut un dossier effectivement de travail, au moins un peu documenté à chaque fois que vous prenez une mission. N'oubliez pas ce que dit notre ami maître Maxime Delhomme. Si on doit passer au tribunal, c'est quelques années après, comme vient de le redire Cédric, et ce qu'on sait après coup, effectivement, c'est évident. En revanche, je ne parle pas quand délibérément on va à la faute, mais en règle générale, ce qu'on a fait au moment où on l'a fait avec les documents qu'on avait. Voilà, et avec c'est à la vous. connaissance qu'on avait du dossier. Donc, il faut prouver qu'à ce moment-là, on s'est posé des questions, on a écrit. N'oubliez pas que l'histoire, elle se construit avant, elle ne se construit pas après. Donc, satisfaire notre obligation de moyens. Donc, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future, elle doit être possible, déterminée et déterminable. Mais il faut prouver ce à quoi on s'était engagé. Hein, c'est la raison pour laquelle celui qui réclame l'exécution de l'obligation doit la prouver. Au départ, on a bien dit la mise en responsabilité est à la charge de la preuve incombe donc au client mécontent. Enfin, voilà, à celui qui revendique la mise en responsabilité. De notre côté, on doit avoir dans nos dossiers tout ce qui peut prouver qu'effectivement, on a réalisé, on a correctement exécuté nos obligations. On ne peut pas, voilà, on dit bien, il ne faut pas descendre en dessous d'un niveau de prestation. Dans notre contrat, on doit justifier nos efforts et on doit justifier aussi que le deal est cohérent avec le client. On ne peut pas promettre une mission à un client si le budget est incohérent en face. Quelque part, il y aura un problème de réalisation de l'obligation. Bon, ça, je vous en ai déjà. Ça, Voilà, on l'a déjà dit. Ça, je l'ai déjà dit. Sachez qu'effectivement, il est souvent très risqué de se limiter au plafond de garantie réglementaire, les fameux 500 000 euros par sinistre et 1 million par an,
Pour exemple, et ça n'est pas pour vous faire peur, mais nous avons aujourd'hui 2 dossiers ouverts, respectivement pour 5 millions pour un de vos confrères et pour 7 millions dans l'autre cas. Ça ne veut bien évidemment pas dire que c'est ce qui sera réglé in fine, mais bien évidemment, en fonction du montant pour lequel vous êtes assuré, vos confrères, je peux vous le certifier, dorment moins bien la nuit en étant couverts avec des garanties minimum que s'ils avaient effectivement choisi de s'assurer pour plus. Donc, n'hésitez pas à augmenter vos plafonds pour l'ensemble de votre clientèle et en tout cas à nous interroger pour savoir ce que cela pourrait vous coûter. Et c'est souvent quelque chose de relativement faible par rapport aux nuits sans sommeil en tout cas. Les erreurs à éviter, là je reprends finalement notre tripode classique. Il faut surtout appeler un forest, surtout si le client devient trop violent. Et il faut pouvoir parler, s'exprimer. Les correspondants Inforest bénévoles ne sont pas des psychologues ni des psychiatres, je vous rassure. Ça peut permettre aussi de changer de Ni des département. juges, c'est Ni important. des juges, oui, oui, tout à fait. Ça peut permettre aussi de changer de département parce qu'on n'a souvent pas envie que notre entourage professionnel, même si c'est une confraternité, puisse apprendre que nous avons tel litige. Donc, vous pouvez parfaitement appeler un correspondant d'une autre région que la vôtre. Et bien évidemment, surtout pas répondre, comme on le disait tout à l'heure, à chaud à votre client. Jamais. Il faut regarder ce que vous avez dans votre contrat d'assurance, il faut regarder ce que vous avez dans votre lettre de mission avec justement le conseil de votre assureur et éventuellement, et c'est de toute façon votre assureur qui vous le proposera, faire appel à un avocat spécialisé. Et je parle bien d'un avocat spécialisé, pas un avocat copain, même si c'est très très Exactement. bien occupé de votre divorce, ça n'est pas forcément le mieux à même de pouvoir vous défendre face à un client qui vous met en cause. Et toujours, toujours, ne pas enfouir, ne pas nier le problème. Il vaut mieux anticiper, comme Christine vient de le rappeler par rapport à la durée de certaines procédures, il vaut mieux préparer son dossier pour rien que de ne pas le préparer du tout et penser que la bombe va éclater un peu plus tard ou un peu plus loin. Là, on a tout Donc dit, voilà, voilà, je sur le pense plan qu'on a tout technique, dit. judiciaire ou Voilà, en synthèse, contractuel. voilà, on a vraiment essayé de sortir vraiment quelques idées, ces quelques idées forces qui sont à avoir toujours à l'esprit dans le cabinet et dans les missions qu'on va mettre en place et aussi informer les collaborateurs. C'est important que les collaborateurs soient informés, qu'on soit assuré, est assuré, c'est une bonne chose, mais surtout sur les risques encourus parce que bien souvent, dans les cabinets, les collaborateurs qui eux-mêmes veulent pas, ont l'impression d'être pris en faute et ne vous remontent pas forcément toutes les informations nécessaires et on a des mises en cause ou en tout cas des clients mécontents et on a l'impression de le découvrir. Donc c'est important aussi dans les cabinets De libérer la parole des de libérer la collaborateurs. Oui. parole des collaborateurs. Alors vous avez, et on a tenu parfaitement l'heure, hein, puisqu'il est 14h01 et qu'on avait pris un petit peu de retard Bon, à l'allumage. Vous aurez là voilà, le petit slide d'Inforest. Je vais mettre fin au diaporama pour répondre éventuellement à vos questions, mais sachez que dans l'une des slides, vous avez les numéros de téléphone qui vont bien. Alors, j'arrête le partage. Pour vous retrouver, je vais remettre ma caméra et est-ce qu'il y a des questions? Alors vous pouvez utiliser les petits boutons alors pas forcément de lever la main. Michael, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ou peut-être que Claire a pris en compte un certain nombre de messages qui nous seraient parvenus pendant notre présentation à Christine et moi. Non, j'ai pas de questions dans le champ questions-réponses. Il y a juste, une D'accord. question sur le replay et oui, le replay sera disponible. Voilà une bonne chose, mais le support sera également disponible quand nous l'aurons expurgé des statistiques que l'on vous a montrées. Bon, bah, je crois que merci Cédric, Christine, vous avez été très clairs, très pédagogues. merci. C'est important de faire cet atelier, hein. Même moi qui connais un petit peu le sujet, j'ai encore appris des choses, donc c'est toujours important de Ah refaire non, mais on des en apprend piqûres de toujours parce rappel. qu'on maîtrise pas ce qui sort après. Et je pense que on a toujours des choses intéressantes à prendre et à partager avec les confrères. Mais je pense qu'avec Cédric, nous, on pourrait tenir 3 jours comme ça. Oui, bon, au Exactement. moins Écoute, 3 heures, allez, au moins 3 heures.
Bon, peut-être à renouveler pour approfondir certains sujets, on en discutera. Moi, ce que j'en retiens, donc en cas de litige, donc vous n'êtes pas seul. Donc Christine et Cédric, vous avez Absolument. bien expliqué bon, les fondamentaux, les différentes obligations de moyens, de résultats, etc. Autre message, soyez bien vigilants dans l'établissement de votre lettre de mission pour toutes les missions, hein, les avenants, etc. Donc là, je reprends ma casquette pour avoir présidé la commission des normes à plusieurs reprises au niveau de l'ordre, Conseil national. Je peux vous dire que tout ce qui est fait au niveau de l'ordre, c'est fait dans votre intérêt. Et que toutes les lettres de mission avec les conditions générales, etc., il faut bien les utiliser. Et si vous souhaitez déroger à ces exemples, hein, faites-vous accompagner pour bien identifier toutes les conséquences. Ça, c'est vraiment un message que je souhaitais vous faire passer. Et de même, donc Christine, Cédric l'ont bien rappelé, donc vous êtes dans un cadre normé. Effectivement, parfois on se dit, bah, ce cadre de normes, il est complexe, il est compliqué, etc. Mais c'est aussi un vecteur de protection de bien travailler dans le cadre de ces normes, et notamment la norme qualité, la norme lab, norme, mission de présentation. Donc surtout, faites attention dans les outils que vous déployez, de bien toujours correspondre à ce qui est mis dans les normes. Et puis, ben, les experts à Forest, Verspiren, les avocats spécialisés, sont là pour vous écouter, vous accompagner, Absolument. et dans cette proximité, confraternelle. Ça, c'est important. C'est-à-dire que Christine l'a rappelé, c'est pas des juges, c'est pas des Non, non, j'insiste bien là-dessus. voilà. On ne remonte rien au niveau de l'institution, on ne remonte rien au niveau de on ne remonte rien au niveau de personne d'ailleurs. On est juste là pour aider les confrères un peu à prendre du recul par rapport aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec leurs clients ou avec d'autres intervenants qui pourraient être mécontents par Mmh. l'exécution de nos missions. Mais en aucune façon, on va dire non, mais ça relève du pénal ou ça, absolument pas. Je veux dire, c'est pas du tout notre champ d'action. Mais c'est vraiment vous écouter, vous soutenir et vous aider éventuellement à passer ces moments qui peuvent être parfois très difficiles. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues d'ailleurs, parce que ça tu ne l'as Absolument. pas Nous dit Christine, recrutons. mais Oui, voilà, mais c'est si vrai. mais mais si Infores peut élargir effectivement son périmètre, étant donné que les activités sont bénévoles, plus les bénévoles seront nombreux, mieux ce sera pour l'ensemble de la profession, bien évidemment. Et Et n'hésitez pas à diffuser autour de vous. Effectivement, je parle pour Inforest, ECF bien évidemment, Verspiren aussi, mais Inforest. N'hésitez pas à parler d'Inforest autour de vous, c'est important. Enfin, ça fait faire la 2e année, on va être au congrès de l'ordre. On réussit à avoir des stands parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, une petite association, mais bon, on arrive à avoir un stand au congrès de l'ordre. Et je pense que c'est important que cette association se fasse connaître. Parfois, c'est juste un échange avec le confrère. On n'a pas besoin d'ouvrir de dossier auprès de l'assureur, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de mise en cause. Mais voilà, ça permet de verbaliser parfois le souci qu'on peut avoir. Donc voilà, faites connaître Inforest autour de vous et ECF aussi d'ailleurs. bon, merci, Christine pour ces derniers mots. On vous libère pour l'après-midi et petit rappel, abonnez-vous à la page LinkedIn ECF Île-de-France et n'oubliez pas votre cotisation parce que le rôle syndical, c'est ça aussi, être au service, de tous nos adhérents et adhérentes, par des associations comme, Inforest, où le syndicat ECF est à l'origine avec l'IFEC et lorsque c'est pour la défense de nos confrères, les 2 syndicats historiques sont toujours main dans la main pour avancer et trouver des solutions. Bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Merci, Bonne journée, Merci, merci. au revoir. Au revoir. au plaisir.